Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre, 45 minutes de débat et de rencontre autour d'une personnalité de notre région. Mon invité du jour n'est pas une radio star, mais une star tout court, un acteur qu'on aime et qu'on adore, non pas un peu, mais beaucoup, voire aveuglément. Sa folle envie de jouer est née ici, à Lyon, auprès de ses héros, un père et une mère comédiens de théâtre. Très vite, lui aussi, il a choisi de devenir acteur. La grande boucle est pour ainsi dire bouclée. Ses débuts, il les a fait très jeune sur les planches, un carnaval quotidien, des spectacles, pas à la petite semaine, ni dans la tourmente, mais avec de très grands metteurs en scène. Et puis un jour, fini les tournées, l'anonymat, les années sandwich, après la pluie, le beau temps et la célébrité, le cinéma refrappe à sa porte après avoir une première expérience de hors-la-loi, et c'est une affaire qui roule. Au suivant, les rôles s'enchaînent tour à tour. Scorpion, Serpent, Chevalier du Ciel, Astérix et même membre des Brigades du Tigre. Aujourd'hui, il pèse lourd dans le cinéma français, 600 kilos d'or pur, un César et des succès qui se mesurent en millions de spectateurs. Clovis Cornillac, bonjour. C'est difficile de prendre la parole après. Bonjour, merci beaucoup. Alors j'ai essayé de placer tous vos titres de films dans cette petite introduction. Malheureusement, vous en avez tourné une trentaine en 10 ans. Donc c'est mission impossible, quoi. Malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement. Malheureusement pour moi, heureusement pour vous. Oui, maintenant, ça fait 30 ans, quoi. En 30 ans, quand on a la chance de travailler, effectivement, on se rend compte que ça accumule quand même pas mal de choses. On a dit longtemps que vous étiez parfois un staccanoviste. Oui, alors, en tout cas, si c'est dans le rapport au travail, oui, j'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup travailler. C'est-à-dire que pour moi, la valeur de travail est super importante et c'est là qu'on révèle et qu'on vit, qu'on grandit, qu'on prend du plaisir à faire les choses. Donc, oui, souvent on m'a associé à cette idée comme ça d'un gros travailleur et ça me va bien, ça me gêne pas comme définition. Alors, une nouvelle aventure commence pour vous, puisque mercredi sort en salle votre premier film en tant que réalisateur, Un peu beaucoup aveuglément. Vous jouez également dedans. C'est une comédie drôle, romantique, tendre aussi, dont nous parlerons plus longuement tout à l'heure. Mais quand vous regardez en arrière, est-ce que vos débuts sur les planches ici à Lyon, ça vous paraît très très loin ? C'est assez étonnant parce que concrètement, c'est loin. J'ai tellement cette chance d'avoir tellement d'aventures diverses et que évidemment ça me paraît loin, mais quand je passe par exemple devant le théâtre du 8e, qui est maintenant le théâtre de la danse, la maison de la danse, évidemment j'ai des souvenirs énormes avec Alain Françon, de moments avec la troupe, c'est des aventures qui sont ancrées, qui m'ont constitué. Donc je n'arrive pas à me dire que c'est... En fait, le temps est... je suis pas Einstein, mais c'est vrai que c'est relatif, quoi. Il y a des moments, on a l'impression que ça se dilate, que c'est très loin, puis des moments, on se dit, mais c'est hier. Mais si c'est hier, alors ça veut dire que je meurs demain, parce que c'est quand même très proche. Donc, il y a une sorte de mélange comme ça, d'un sentiment un peu partagé entre... Mais qu'est-ce que j'aime être ici, quoi. Quelle place a encore Lyon dans votre vie ? Parce que je le rappelle, vous êtes né ici. Ah oui, Lyon, moi je me sens lyonnais. Je sais pas comment dire, à Paris, je me suis toujours... vous savez, je pense que l'identité, c'est pareil quand j'ai la chance de voyager, de travailler beaucoup à l'étranger, j'ai cette même impression, c'est-à-dire je me sens français. Et non pas dans le sens un peu moche du terme, qui pourrait avoir des résonances ou des consonances malsaines, mais culturellement. C'est-à-dire que autant en France, je me sens lyonnais, autant à l'étranger, je me sens français. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'identitaire. Lyon, dès que je suis à Lyon, j'ai l'impression d'être dans ma ville. Alors, évidemment, on s'approprie les choses, pas de manière... je me dis pas, je suis... Pourtant, vous y avez peu vécu. Très peu vécu, mais j'y ai travaillé beaucoup. Et puis, j'ai toute la famille ici. Et du coup, j'ai des souvenirs aussi qui sont des souvenirs forts, qui sont de l'ordre de choses qui vous sont... Voilà, ma grand-mère, elle m'a élevé aussi. C'est quelqu'un qui a compté beaucoup. Donc, la Croix-Rousse, tout ça, c'est des endroits qui sont... Voilà, je me sens d'ici. Alors, on va quand même le rappeler, vous êtes le fils de la comédienne Myriam Boyer et de l'acteur et metteur en scène Roger Cornillac. Jouer la comédie, c'était forcément dans votre ADN en ayant des parents comédiens ? Je crois pas. Je pense pas que vos enfants seront forcément journalistes à France 3. C'est-à-dire que on reprend pas forcément la boutique.
Et j'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'il y a quelque chose qui est... en tout cas, c'est le sentiment que j'ai... Vous sentez que c'est comme une vocation. Alors, je parle pas qualitativement parce que je suis le plus mal placé pour dire si c'est bien ou pas, mais ce qui est certain, c'est que j'ai toujours senti, depuis très petit, que je voulais être à cet endroit-là. Alors justement, puisque vous évoquez vos jeunes années, vous aviez déjà ce don petit, incroyable, de communiquer, de raconter une histoire. Regardez cette image. Ah oui, il dit ça, il dit j'ai des pouvoirs machin. Des pouvoirs machin? Non, des pouvoirs plus forts que les humains, un truc comme ça. Ouais. Alors, ce qui fait qu'il peut télépathiquer, il puisse télépathier à des âmes, quoi. À ces âmes, et là, il téléphone parce qu'il a parlé de son premier mari et tout. Ouais. C'était une émission de télé, mais on sentait bien quand même qu'il y avait une aisance. Ouais, je pense que l'aisance de rien comprendre. Non, mais ce qui est joli, c'est que moi, quand je vois par exemple cette image-là, je vois mes enfants. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a quelque chose qui Vos enfants qu'on voit d'ailleurs, je crois, dans le film. Oui, c'est une anecdote, hein, mais effectivement, mais c'est assez troublant quand tu vois des images comme ça. Vous saviez déjà à cet âge-là que vous deviendriez comédien ? Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile à expliquer. J'avais la certitude très rapidement, c'est pour ça que je suis parti très tôt de chez moi, à 14 ans. Je savais que je voulais être dans le monde du travail dès l'âge de 6 ans. C'est-à-dire que c'était vraiment ancré chez moi, je voulais être adulte, être autonome. Et quand j'ai voulu être acteur, c'était pas pour être vedette. C'est que je savais, a priori, que je serais plutôt à vivre dans une roulotte et à sillonner la France. Donc, parce que vos parents, ils ont travaillé. Enfin, je veux dire, avant même d'être comédien, je dis pas que comédien, c'est pas un travail, attention. Mais je veux dire, ils ont connu l'usine, ils ont connu... ouais, alors c'était pas l'usine, mais c'était... Ouais, Myriam était secrétaire chez Pigier, voilà, mais elle m'a eu très jeune, donc c'est vrai qu'avec Myriam, il y a cette chose où souvent on se dit on a grandi ensemble, c'est-à-dire quand vous avez un enfant très jeune comme ça et qu'elle rentrait dans ce milieu, dans ce monde-là, j'ai l'impression qu'on l'a découvert ensemble, qu'il y a quelque chose qui était... Vous appelez votre maman Myriam ? Parce qu'elle s'appelle Myriam, je vous le confirme. Et vous ne dites pas maman ? Non, je sais, c'est étrange. Mais même dans la vie ou sur les... toujours. Et mon père, c'est Roger, et ma mère, c'est Myriam. Mais voilà, il n'y a pas d'explication, à part que c'est un fait. Et effectivement, je ne les ai jamais appelés papa et maman. Mais c'est pas pour autant que c'est pas mon père et ma mère. On vous a rarement vu, peu vu sur les plateaux de télé, par exemple. Où il y a quand même... comment ils vous voient ? Comment ils voient votre trajectoire ? Qui ça, mes parents ? Oui. En tout cas, j'ai jamais manqué d'amour et comme vous pouvez imaginer, il y a plutôt un sentiment de fierté et de soutien. Donc, vous étiez ému d'ailleurs quand votre maman a eu le Molière de la meilleure actrice. Vous étiez dans la salle, on sentait... Bien sûr, bien sûr. On est tous, on a tous, je pense, les téléspectateurs aussi, c'est-à-dire ce sentiment familial d'un amour qui est... vous êtes content quand du bonheur arrive à ceux que vous aimez, et quand c'est votre famille, c'est énorme. Le cinéma, à l'époque, c'était pas du tout un rêve. Le rêve, c'était de jouer. C'est-à-dire que c'est induit, c'est-à-dire vous avez envie toujours, mais c'était pas un objectif, c'est-à-dire que c'était pas l'obsession de me dire oh je veux être ceci ou cela. C'est-à-dire j'ai jamais eu de figure, d'icône en me disant ah je veux être lui ou non, je voulais jouer. Pour moi le fait d'être acteur c'est vraiment cette notion de se dire et pas d'être sur les marches du Festival de Cannes, comme on peut voir là, c'était en 1988. Ouais. C'était pas ce rêve-là. Non, mais ça en fait partie. Mais c'était pas l'objectif, c'est ça que je veux dire. C'est que ça fait rêver. L'idée d'être reconnu par ses pairs et d'être demandé et sollicité, c'est que ça vous offre un choix qui est le rêve des acteurs, c'est d'avoir du choix. Donc vous avez le choix, donc vous avez des possibilités. Donc vous pouvez pas dire j'en ai pas envie, mais ça ne peut pas être une finalité. C'est ça que je veux dire, c'est que on n'arrive jamais. C'est ça, on n'arrive jamais nulle part. On traverse des choses
et on essaye d'avancer avec. Alors si la passion de jouer vous anime depuis plus de 30 ans, il y en a une autre qui vous fait vibrer presque autant sinon plus. Cette passion, c'est la passion du football. Vous êtes un fervent supporter de l'Olympique Lyonnais depuis des années. Et pour en parler, on reçoit sur ce plateau votre ami, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. Bonjour, merci de participer à cette émission. Quand est-ce que vous vous êtes connu avec Clovis ? J'ai l'impression de l'avoir toujours connu parce qu'il y a une telle proximité. Mais pour être plus précis, il me semble que c'était à Cannes, justement, il y a 10 ou 15 ans, je ne sais plus. Par l'entremise d'un autre Lyonnais, Thierry Frémaux. Oui, par lui exemple. Aussi, fervent supporter. Par exemple, je crois que dans le cas présent, j'étais plus là-bas parce que c'était la grande époque de l'Olympique Lyonnais. Donc on était reçus régulièrement à Cannes. Et donc voilà, donc j'ai fait la connaissance du premier supporter de l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est carrément le premier. Dans mon cœur, oui. Depuis quand vous supportez l'OL ? Depuis toujours. Depuis vos jeunes années ici à Lyon Concrètement, oui, mais déjà, je suis super content que Jean-Michel soit là parce qu'on s'aime beaucoup, on se voit beaucoup, mais on a rarement l'occasion d'être ensemble sur un plateau, donc je trouve ça super touchant, ça me fait très plaisir. Mais il y a une sorte de parallèle, il y a quelque chose qui est assez intime, mais qui est assez fort. Quand Jean-Michel a repris le club, et qu'il l'a acheté, en fait, ça correspond pour moi à peu près le moment où j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé en 84, et Jean-Michel, c'était 87, je crois. Et du coup, j'ai eu l'impression, quand j'ai entendu cet homme-là dire « je rachète ce club », on était en D2, et qui dit « on va être champion de D2, puis champion de D1, et puis on va machin ». Et j'ai eu une sorte de... En plus, je trouve que physiquement, Jean-Michel a quelque chose d'hyper cinématographique. Ça me fait penser à des Roy Schneider ou des gens comme ça. Ouais, non, mais on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une... Il y a du charisme. Et de voir à Lyon ce gars-là arriver et dire, voilà, je dis que je prends ça et je vais faire ça avec, tout le monde a ricané. D'une manière un peu Vous confirmez ? Oui, il y avait cette espèce de prestance, de conviction et de ça, et quand il s'est mis au travail, j'ai l'impression que les choses se sont faites pour moi en même temps. Et j'ai toujours une sorte de parallèle avec le club dans ma vie, quoi. Il se passe quelque chose et quand on s'est rencontrés, qu'on est tombé amoureux, je parle d'amitié, évidemment, hein, rassurez-vous, pas d'angoisse. On va apprendre des choses. Cette chose-là nous a paru comme évidente, quoi. Et je comprends quand Jean-Michel dit, je ne sais pas, j'ai l'impression depuis toujours, moi aussi. C'est-à-dire que c'est comme voilà, quelque chose qui est... C'est quel genre de supporter, Clovis ? Écoutez, c'est d'une part un supporter fidèle, et il a l'enthousiasme et aussi la raison. C'est-à-dire que, comme il le fait très bien dans son métier ou dans les choses de la vie, il explique avec rationalisation, avec rationalité, les choses du foot et du supporter qui, à aucun moment ne peut douter de sa fidélité, mais par un certain nombre de choses qui ne sont pas exclusivement du domaine de la passion. Et donc voilà, donc c'est un supporter formidable parce qu'il sait remettre dans leur dimension les succès et les échecs au bon moment. Voilà. Est-ce qu'il vous envoie des petits textos des fois pour faire la composition de l'équipe ou vous dire faudrait faire jouer un tel plutôt qu'un autre ? Non, il est de ce côté-là, comme sur beaucoup d'autres plans, je dirais juste à la place qu'il convient. Il sait d'ailleurs que moi, je n'interviens pas non plus dans l'équipe. Je peux faire part, comme on le fait après match, d'un état d'esprit, d'une impression. Mais ceci étant, non, c'est pas le... Bernard Tapie m'envoie des messages pour dire qu'il n'aurait pas dû faire jouer un tel. Et je lui dis, mais moi, c'est pas moi qui fais l'équipe. Et il me dit, mais tu y viendras. Et Clovis, il paraît, on m'a raconté, que vous ne loupez aucun match. C'est-à-dire que vous vous débrouillez toujours pour ne pas être au théâtre le soir où l'OL joue. Oh, ça m'arrive d'y être, mais je me débrouille toujours pour voir le match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est l'avantage, autant je peux critiquer les supports permanents et tout ça. En revanche, c'est bien pratique pour moi pour voir tous les matchs. Oui, je rate pas un match parce que ça me fait du bien. J'aime le foot et j'aime regarder le foot. J'aime d'abord l'Olympique Lyonnais, donc
je regarde les matchs de l'Olympique Lyonnais, mais je regarde aussi beaucoup d'autres matchs parce que j'aime bien comparer, voir comment ça joue, quand on parle des joueurs, quand tu aimes le jeu, quand tu aimes cette chose-là, tu soutiens ton équipe et tu as envie de voir ce qui se fait à côté, qui on va rencontrer, comment ils jouent, qu'est-ce qui se passe pour eux. En tout cas, cette saison, vous devez être aux anges. Je suis très heureux, ouais. Je suis très heureux, mais je pense qu'il y a du spectacle et il y a des belles promesses. Oui, c'est plus que des promesses. Ce sont des résultats et non seulement des résultats arithmétiques en nombre de points, mais aussi des résultats dans l'état d'esprit. Et je dirais, pour compléter la réponse sur le type de supporter qu'est Clovis, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas au footballeur. Il va aussi à l'homme et aux valeurs qui sont déployées par l'équipe ou par le club. Et ça, c'est la marque, je dirais, indélébile de quelqu'un qui aime le club et qui a envie que l'on démontre un certain nombre de choses qui sont des choses de valeur. L'OL est au coude à coude au classement avec le PSG. Question stupide, vous y croyez au titre, forcément? Je pense que ce serait absurde de ne pas y croire dans cette position-là. Ou alors, faut que les gars ils jouent plus au foot. C'est-à-dire concrètement, de ne pas y croire serait absurde. Après, d'être pareil, ce dont on échange, et dans les cafés, partout, vous entendrez la même chose. Il y a ceux qui vont vous dire c'est impossible parce que Paris gagnera tout. Ils sont devant mathématiquement. Donc, s'ils gagnent tout, on peut tout gagner, ils seront devant. Maintenant, voilà, ils ont ce match de retard. S'ils ne gagnent pas, on est devant. Et si on est devant et qu'on gagne tout, on sera premier. Donc ça va dépendre de ce match de retard qui est... alors on sait que c'est Metz, on se dit c'est le club qui est en bas et tout. Je suis entièrement d'accord. Si je dois faire d'un point de vue... si tout était logique, on n'est pas champion. Mais si tout est logique, on est dans le Champions League. Donc moi, j'achète déjà, je vous le dis direct. Mais il est en plus possible... Parce que il n'est pas impossible qu'on soit tous ensemble dans pas très longtemps en train de faire... Donc, je nous le souhaite, franchement. En tout cas, ce qui doit vous ravir, Monsieur Aulas, c'est en tout cas que la promesse de retour en Ligue des Champions après 3 ans, c'est ça, d'absence, elle est là. Oui, c'est effectivement une trajectoire qui nous attire, qui nous passionne. Je dirais qu'elle est accompagnée de plein d'autres choses, c'est-à-dire un environnement qui permet de montrer tout ce que l'on fait sur la formation, puisque ce sont des jeunes qui sortent du centre de formation, qui vont avoir cette aptitude à peut-être se retrouver en Champions League. C'est le stade qui arrive et qui sera le stade connecté des 20 années qui viennent, le premier de ce type-là sur le plan français, mais aussi sur le plan européen et sur le plan mondial. Et puis il y a cette volonté de donner une résonance à l'ensemble de ce que nous faisons avec des valeurs, la formation, la parité féminine, cette équipe féminine merveilleuse, et puis je dirais la constitution d'un ensemble économique qui n'est pas superficiel, qui doit ses qualités à lui-même, et donc à la création de valeurs, sur des valeurs elles-mêmes qui ne sont pas uniquement l'argent, et qui peuvent, et on va le démontrer, faire, je dirais, l'exemple par rapport à d'autres manières pour y arriver. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que non seulement vous êtes supporter, mais vous êtes aussi actionnaire du club. Oui, alors c'est pas grâce à moi que Jean-Michel s'en sort et qu'on achète des joueurs, je vous rassure tout de suite. Mais symboliquement, ça a du sens, parce que c'est ce que je veux dire. Par exemple, ce stade pour lequel aussi moi j'ai soutenu beaucoup ce projet-là, et pour plein de raisons. D'abord, évidemment, le football, d'avoir un lieu, quand on allait en Champions League et qu'on se retrouvait à Munich, et qu'on était dans le stade et qu'on se regardait avec Jean-Michel et puis avec tous les autres en se disant quand même, et de savoir qu'aujourd'hui on peut construire ça en France, que ça va appartenir au club, c'est-à-dire que mine de rien, vous parliez d'actionnariat, mais concrètement tous les gens qui vont venir au stade, ils vont être actionnaires du club, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire en achetant leur place? Ils vont pouvoir donner du pognon pour avoir encore des trucs encore plus formidables. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec la formation, on ne mesure pas à quel point, même si vous le dites, et beaucoup de journalistes, et à raison, le disent, mais c'est quand même extraordinaire de savoir qu'on forme. C'est-à-dire qu'on forme des joueurs comme ça et qui jouent. C'est-à-dire ils savent qu'en venant, ils ont leur chance. C'est formidable. Et ils le démontrent, c'est beau comme ils jouent.
Puis c'est vrai que ce stade, c'est un nouveau modèle économique en France, en tout cas. Vous êtes pionnier, on peut le dire, en France. Oui, alors c'est vrai qu'en France, nous sommes parmi les premiers, mais c'est à l'issue d'un benchmarking, comme on dit, d'une étude extrêmement exhaustive de ce qui se passe aux États-Unis, en Europe aussi, en Angleterre en particulier, en Allemagne, depuis 2006 avec la Coupe du Monde, où les stades ont été transformés, et dans une transformation économique, en fait, du modèle. Le modèle du football professionnel, c'est la passion, mais c'est aussi les excès. Et là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, c'est-à-dire que c'est un écosystème dans lequel non seulement on bâtit, non seulement on construit, non seulement on forme, mais on arrive à un équilibre économique qui va faire en sorte qu'en plus de la passion, il va y avoir, comme je disais tout à l'heure, la raison. Et donc, si on aboutit, c'est vraiment un pas considérable que le football français va passer avec cette expérience. Et qu'importe si dans l'agglomération lyonnaise, ça crée quelques remous, ça crée quelques protestations, ce grand stade ? Oui, mais ceci étant, vous savez, on ne peut jamais faire progresser les choses sans qu'il y ait véritablement un peu d'opposition. Puis c'est la démocratie. Moi, je trouve que c'est bien. Bon, quelquefois, il ne faut pas que ça se transforme en harcèlement, mais la démocratie a toujours été source de progrès. Bon, moi, j'ai démarré dans mes activités en 68. Il est interdit d'interdire. C'est un peu aussi ce que l'on fait quand on se transforme, quand on est entrepreneur. Eh bien, c'est la capacité à faire différemment ce que faisaient d'autres avant, et donc de prendre des risques. Et quand Clovis se lance aussi dans la production, ben c'est un peu ça, c'est imaginer l'avenir avec un certain nombre de choses encore plus, je dirais, avec des prises de risques différentes. Et là, le modèle du stade, c'est un modèle qui est nouveau en France, mais qui existe en Europe et qui a démontré ses vertus. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous êtes le premier supporter de l'OL. Qu'est-ce que vous pensez de ces banderoles qu'on peut voir parfois, où les supporters lyonnais chambrent certaines équipes, notamment nos amis stéphanois. Vous-même, vous n'êtes pas exempt de quelques provocations. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi, je suis moins là-dedans. Par exemple, là, je me souviens là, du dernier derby. Je trouvais très beau le tifo. Par exemple, on voyait la ville, on voyait tout ça. Je trouve ça très élégant. Je trouve que ça a de la classe et je les ai félicités. D'ailleurs, je trouvais ça vraiment très joli. Après, tout ce qui est de l'ordre du chambrage, qu'on connaît dans la région, parce que moi j'ai de la famille qui vient de Rive-de-Gier, on est tous, personne ne connaît personne de Saint-Étienne, et à Saint-Étienne, personne ne connaît personne de Lyon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est j'aime bien quand on s'amuse de ça, quand ça reste à un endroit qui est sympathique, parce que c'est avant tout tout ce qui génère une forme de haine, ou des trucs, quand ça prend des proportions qui sont... Je suis moins sensible à ça, c'est pas quelque chose qui m'éclate. Maintenant, voilà, il faut apaiser pour qu'il n'y ait jamais... Moi, c'est juste l'endroit où je suis beaucoup plus cool avec ça. J'aime bien quand les gens sont heureux ensemble. Ça veut dire que vous dites à M. Aulas, comme Gérard Collomb, le maire de Lyon, tweet un peu moins ? Non, mais alors là, il y a une confusion. C'est-à-dire que Gérard m'a dit l'inverse. Il m'a dit tweet beaucoup plus et apprends-moi à tweeter comme tu le fais, c'est-à-dire avec ironie, avec sympathie. Parce que Twitter n'est pas une arme, je dirais, rebelle ou d'agressivité. C'est de l'ironie et c'est de l'humour. Alors effectivement, il faut le faire dans cet état d'esprit-là. Et c'est vrai, ce qui a été évoqué, par rapport au récent derby, c'est qu'on a essayé d'ajouter une touche d'exemplarité en invitant tous les corps constitués des deux villes. Et on avait une réception la semaine dernière pour ce derby qui était fabuleuse, parce qu'il y avait les deux maires, il y avait les deux présidents de chambre de commerce, Lyon et Saint-Étienne, il y avait le président de la région qui est évidemment le président des deux régions. Après tout, et tout le monde d'une grande métropole. D'une grande métropole. Et franchement, ça a donné, ça avait de la gueule, parce que il y avait la rivalité sur le terrain. En plus, on a été nettement meilleur sur le plan football, donc il faut le dire, c'est vrai. Mais en plus, il y avait rien à dire. Et il y avait une union. Voilà. Et comme le match nul n'a été critiqué par personne parce qu'on a été beaux joueurs, voilà. Donc je pense qu'on a franchi une étape dans l'exemplarité, et ça, c'était pas mal. Vous voyez les films de Clovis ? Bien sûr, bien sûr. Et alors, ce qui est étonnant dans votre filmographie, c'est que vous avez souvent joué des sportifs. Vous avez notamment joué un footballeur dans Mensonges et Trahison, pour lequel vous avez eu le César du meilleur second rôle, un coureur cycliste dans La Grande Boucle. Il est taillé pour le sport ? C'est un sportif
au sens de la rigueur et de l'exigence. Nous qui avons la chance de temps en temps de se côtoyer en dehors de la vie trépidante de tous les jours, moi je suis ébahi par le fait que, quelle que soit l'heure de la fin de nos discussions, de nos échanges, le lendemain matin, à l'heure dite, il va courir, il va nager, il va faire du sport. Et c'est un sportif immense. J'ai pourtant côtoyé beaucoup de sportifs, évidemment par définition. C'est un grand sportif et sur le plan de sa capacité physique, mais aussi sur le plan de son exigence mentale. Voilà, donc il peut jouer les rôles de sportif sans se forcer. Et quand certains de vos joueurs sont à l'infirmerie, vous ne pensez pas à l'appeler pour muscler l'équipe? Non, parce qu'il sait qu'avec un ballon, il n'y a pas plus de truffe que moi. J'ai fait des matchs de temps en temps pour des associations ou des choses comme ça, et je suis vraiment une brêle. J'ai toujours été une brêle, franchement. C'est assez terrible. La seule chose que je peux faire, c'est me servir de mon corps pour empêcher qu'il passe. Mais ça s'appelle des fautes. Donc, des fautes, je sais les faire. Un dernier mot. Il y a un cliché qui réunit les acteurs et les footballeurs. C'est ce qu'on dit, évidemment. Les acteurs, les footballeurs sont trop payés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je pense qu'on peut toujours effectivement donner une interprétation à certaines choses. Bon, à un moment donné, c'était les entrepreneurs qui étaient trop payés. Alors bon, Clovis démontre qu'il est et entrepreneur et acteur. Donc voilà, non, tous les gens qui ont du talent, évidemment, ont cette propension à générer un certain nombre de flux. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, dans le football, il y a eu des excès et on est en train de les corriger. Donc voilà, on peut... Y compris dans le cinéma français ? Bien sûr, il ne faut pas croire, je pense que tout ce qui est... On est dans la société. Hein. La société, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est difficile. Donc il n'y a pas de possibilité, il me semble. Alors après, effectivement, quand des gens génèrent quelque chose qui est indiscutable, ils prennent. Je pense qu'aujourd'hui, nous, dans le cinéma, on s'est bien rendu compte qu'il était nécessaire d'être cohérent avec ce qu'on voulait faire. Quand on paye trop des gens et que ce n'est pas à l'image, ça n'a aucun intérêt. Merci beaucoup, Jean-Michel Aulas, d'avoir été notre invité. Vous reviendrez ? Je reviendrai. Et à la place de Clovis, en vedette ? Ou avec, il n'y a absolument aucun problème. Et si il a une caractéristique que je n'ai pas, c'est que c'est quand même non seulement un être délicieux sur le plan de la relation, mais c'est le plus drôle que je connaisse. Et franchement, quand on rit dans la vie, ça fait du bien, ça aide. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. La Voix est libre continue dans quelques instants avec Clovis Cornillac. On va parler notamment de son premier film en tant que réalisateur, un peu beaucoup aveuglément. Mais d'abord, c'est l'heure du Flash Info en Rhône-Alpes. Bonjour Julien, bonjour à tous. On ouvre ce flash avec du volley. La Sul qui est passé tout près de l'exploit hier soir. Les Lyonnais en rouge sur ces images disputaient à Paris un match décisif pour les demi-finales des playoffs de Ligue A. Après avoir mené au score lors du 5e set, ils se sont finalement inclinés à la dernière minute 15-13. Un tie-break très dur à digérer pour les Lyonnais. Londres-Marseille via Lyon-Pardieu en train, c'est donc possible depuis hier avec l'Eurostar. Les passagers ont déboursé une centaine d'euros pour ce voyage inaugural. Sophie Valsecki et Sylvia Adam étaient sur le quai de la gare pour recueillir les impressions de ces premiers voyageurs. Même la météo s'est mise à l'heure anglaise. Le premier TGV en provenance de Londres fait son entrée en gare Lyon-Pardieu sous la pluie. Eurostar 9085 en provenance de Londres Saint-Pancras. À bord, 1000 passagers. Certains ont acheté leur billet dès le mois de décembre dernier pour participer à ce voyage inaugural. Désormais, il faut 4h40 en train pour allier Piccadilly Circus à la place Bellecour, un argument qui séduit les Britanniques venus découvrir la capitale des Gaules le temps d'un week-end. On veut juste découvrir la belle ville qu'on a vue dans les magazines et bien manger. Je pense qu'on va bien manger en fait. C'est plutôt, on a un petit itinéraire gastronomique. Voilà. Mon fils n'aime pas l'avion, alors nous prenons souvent l'Eurostar pour venir en France. Eurostar propose jusqu'à 5 allers-retours par semaine en fonction des saisons. À Lyon, les professionnels du tourisme comptent sur cette nouvelle liaison ferroviaire pour attirer le public britannique qui représente aujourd'hui 8% seulement de leur clientèle. Lyon a une énorme carte à jouer entre le patrimoine mondial de l'UNESCO, le site Renaissance le plus beau d'Europe après Venise, et
une cité de gastronomie de renommée mondiale, peut-être même la capitale mondiale de la gastronomie. Je pense que Lyon a de nombreux atouts sur le marché britannique. Eurostar, la filiale de la SNCF, annonce qu'elle a déjà vendu 45 000 billets. 80% ont été achetés au départ de Londres. Une image et un message sympathique, vous en avez déjà parlé dans ce journal, une initiative au collège Alain à Saint-Fons dans le Rhône. Depuis hier, ces façades sont complètement transformées. Des dizaines de portraits d'élèves et de professeurs tapissent les murs extérieurs pour symboliser le message « tous différents, tous égaux ». La traversée de Lyon par la Saône et en aviron, une rencontre sportive organisée par les clubs de Lyon qui permet aux licenciés de pratiquer leur sport mais aussi de découvrir la ville et ses environs. Christian Consiqueur et Édouard Blaise étaient au départ hier matin à Caluire. Pour un 1er mai, ambiance embouteillage sur le quai Clémenceau de Caluire. Pas de voitures, mais des bateaux par dizaines. Pas de klaxons non plus, des rameurs qui attendent sagement pour leur mise à l'eau. À 2 pas, au siège de l'Union Nautique de Lyon, les aficionados de la pelle, en profitent pour se découvrir, car on vient de loin, voire de très loin, pour traverser Lyon. J'aime venir en France pour les vacances, faire quelque chose de sympa et moins classique que du shopping. C'est bien d'être là et de ramer dans différentes villes. Allez, à 3. 1, 2 et 3. Je connaissais que la traversée de Paris, qu'on organise chaque année donc, avec nos amis voisins. Et là, donc, traversée de Lyon, avec l'opportunité de ramer jusqu'à Villefranche-sur-Saône, c'était l'occasion de passer un agréable week-end dans la région, surtout qu'on va nous faire découvrir les bienfaits du Beaujolais. Donc, ma foi, on ne peut pas résister dans ces cas-là. Pendant plus d'1 heure, les bateaux ont fait des ronds dans l'eau face à l'île Barbe. Le temps pour tout le monde de se préparer. À 10 h, le coup de corne est donné. Direction le quartier de la Confluence, mais chacun à son rythme. Car même si l'on est entre initiés, la traversée de Lyon, ça n'est que du bonheur. Tout le long des quais, il y a des monuments superbes, la Renaissance italienne, des quartiers très modernes comme à la Confluence qui font des ingrédients d'une randonnée très différente de tout ce qu'ils peuvent voir habituellement, comme les gorges de la Loire ou le canal du Midi ou des choses comme ça. 3 jours d'aviron sur la Saône pour donner un peu de visibilité au plus vieux sport fédéré du monde et au club lyonnais aussi. Ils trustent régulièrement les podiums, mais en toute discrétion. Si vous croisez Batman, Supergirl ou une tortue ninja dans les rues de Lyon, c'est normal. C'est pour le Free Comic Book Day, une opération née aux États-Unis il y a une dizaine d'années qui fait la promotion des comics CBD pleines de super-héros. À Lyon, 9 librairies jouent le jeu. Le principe, vous arrivez déguisé, vous repartez avec une BD, ça dure toute la journée. Et puis pour finir, c'est également très coloré à la Color Me Rad à Miribel-Jonage avec 20 000 participants. Le concept est simple, vous prenez le départ de cette course à pied en t-shirt blanc et pendant la course, on vous jette des pigments colorés. Le but est d'être entièrement recouvert à l'arrivée. Une opération inspirée du Holi Festival, une fête hindouiste. Voilà, tout de suite, c'est La Voix est libre, présentée par Julien Sauvadon à ce soir 19h. Merci beaucoup. Retour de La Voix est libre avec mon invité, le comédien et réalisateur lyonnais Clovis Cornillac. Je dis réalisateur car sort mercredi en salle votre premier film en tant que réalisateur, Un peu, beaucoup, aveuglément. C'est une comédie romantique, mais pourquoi ce besoin de passer de l'autre côté de la caméra ? Le pourquoi du besoin, ce serait presque un thème philosophique un peu compliqué. Donc je ne sais pas le pourquoi du besoin. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que pendant 25 ans, j'ai toujours affirmé que je ne ferais jamais de film, que je ne suis pas réalisateur. Je m'interdisais, je suis très... dans l'organisation d'un film, pour moi, chacun a sa place et c'est très bien comme ça. Et puis, il y a 5 ans, ça a commencé à m'obséder, à me dire... J'ai envie de... Et je me suis dit, l'envie de ne suffit pas. Je pense que pour faire quelque chose, il faut que ce soit nécessaire. Et pour la faire courte, depuis 3 ans, c'est devenu nécessaire. Et du coup, cette envie de réaliser, j'y suis allé, mais à 200%. Ce qui m'a le plus surpris et ce qui me surprend le plus... c'est que je pensais que ce serait une aventure de tous les instants, ce qui a été le cas, que ça serait dans ma vie un moment particulier, mais voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un métier qui me passionne, c'est-à-dire j'ai rencontré le plus beau métier du monde, c'est-à-dire réaliser quelque chose qui me remplit complètement. Je ne saurais pas comment dire. C'est un
un bonheur pour moi de tous les instants. C'est beaucoup de travail en plus, donc ça me convient bien, et un investissement absolu, et ça me convient aussi. Alors un peu, beaucoup aveuglément, c'est l'histoire de Machin et Machine, 2 voisins qui vont tomber amoureux l'un de l'autre, mais sans jamais se voir. Bande-annonce. Pardon, regardez, je crois que vous l'avez un peu égratigné. Ah si, ils ont essayé de louer l'appart à côté. Et alors? Strike, du premier coup, à dégager. Il y a quelqu'un. Me péter les doigts, conne. On a un grave problème d'insonorisation. C'est pas la peine d'essayer d'appeler le syndic, on n'est pas dans le même immeuble. Ça se trouve, on n'est même pas dans le même arrondissement. Alors. Mais il y a forcément un moyen de s'arranger. Et c'est pas la peine de vous installer, hein. Vous craquerez avant d'avoir déballé vos cartons. Tu vas arrêter! Ça casse pas! Ça casse pas! Ça va être en plastique. C'est ridicule. Si vous croyez m'avoir comme ça... Je suis pas particulièrement à l'aise en société. Non, puis je trouve que c'est fou et à quel point les gens ils peuvent être... Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Non! Vous êtes comment? Grande et blonde. Et vous? J'ai les yeux foncés, type méditerranéen, les cheveux un peu ondulés. Mais vous êtes chez vous? Ah non, je suis ici. Tu te fais vachement belle pour dîner avec moi. Bon, en fait, on est 4. Bonsoir Charlotte. Qui me parle? C'est R-E-S-P-E-C-T. Bah oui. Je peux vous dire une chose, c'est qu'on se voit mieux sans se voir. Cette phrase n'a aucun sens. On se voit mieux sans se voir, c'est ce que le film semble raconter entre vous et Mélanie Bernier, donc, qui joue Machine. À l'heure des réseaux sociaux et des sites de rencontres, on sent presque dans le film que communiquer n'est pas tellement le problème, c'est vivre ensemble presque. Je ne sais pas si c'est le problème, c'est-à-dire qu'en fait, on peut s'interroger sur beaucoup de choses les uns les autres. Je veux dire, on a des relations amoureuses pour chacun d'entre nous qui sont particulières et qui rencontrent en même temps des choses, enfin des événements qui nous sont communs. Et l'avantage de la comédie, et l'avantage de la comédie romantique en particulier, mais de la comédie en général, c'est qu'on peut pousser les curseurs dans des situations, sur des personnages, et en même temps, donc, tout en se marrant, avoir une sorte d'écho à soi-même, de près ou de loin, d'amis, de soi, de famille, peu importe. Et l'idée, le film ne donne pas de solution, évidemment, j'aurais jamais cette prétention-là, ni il n'est pas moraliste, il a une morale parce que je pense que c'est un film qui n'est pas cynique, par exemple. Et moi, je sais que j'ai du mal avec cette ambiance cynique permanente, de ricanement de tout, où tout engagement fait sourire, où il n'y a pas de choses pleines. C'est un film qui est plein, c'est un film qui est premier degré, c'est-à-dire que c'est vraiment... c'est des gens qui font, quoi. C'est en ça que le film vous ressemble un peu. Parce qu'il y a aussi un côté rétro, old school, charmant, gentleman. C'est gentil. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, ayant participé à beaucoup de films, comme vous le disiez au début de l'émission, j'ai fait pas mal de comédies. Et il y a quelque chose que je trouve assez régulièrement en France, c'est que la comédie est assez mal traitée visuellement. C'est-à-dire que souvent, on a des films drôles pour certains, d'autres moins drôles, tout ça, mais il y a quelque chose dans la facture du film que je trouve toujours un peu moche, un peu bas de gamme. Et c'est vrai que cette envie de cinéma, pourquoi on va au cinéma, pourquoi on ne regarderait pas ce film à la télé, c'est qu'il y a cette notion de cinéma. C'est-à-dire, j'ai pris un format de cinéma qui est le scope pour dire aux gens, c'est avec ça qu'on fait des westerns ou des films d'aventure. Donc j'avais envie de créer une belle image, une déco qui soit belle, des personnages qui soient beaux, et s'amener dans un rythme qui soit quelque chose qui a à voir avec le super, mieux que la vie. Et puis le film fait penser aussi aux comédies américaines, avec beaucoup de musique, très rythmée, et puis ce pitch de départ qui est assez fort. Après, voilà, j'ai jamais eu l'envie d'imiter, mais en revanche, je pense que l'inspiration en termes de cinéma, effectivement, j'aime bien cette idée d'aller dans la salle de cinéma et de me dire je vais avoir du spectacle. Donc je vais me marrer,
Parce qu'on a vu ça, pour le coup, c'est la seule chose que je peux affirmer aujourd'hui. C'est pas de dire que mon film est bien, même si moi je l'aime beaucoup, mais c'est de dire qu'en tous les cas, je peux dire à tout le monde, les gens se marrent. Donc les gens prennent du plaisir et sont heureux après le film. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, donc je suis tranquille. Alors il y a un moment où votre personnage engueule un couple au restaurant parce qu'ils dînent tous les deux, mais avec un troisième élément, leur portable. Vous êtes quelqu'un de connecté, vous ? Pas très. C'est-à-dire, en fait, je suis connecté parce que je pense que c'est une réalité. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans cette époque-là, donc je ne suis pas dans une résistance voilà, politique engagée en disant je n'ai pas de portable et tout ça. Mais je ne suis pas très fort avec ça et je ne suis pas très actif. Il s'avère que c'est un vrai support de promotion, d'échange aussi réel en direct. Maintenant, voilà, c'est pas l'endroit où je me retrouve le plus, quoi. Alors, le film sort le 6 mai, donc ce mercredi. Et le 6 mai, c'est aussi une date anniversaire, puisque François Hollande va fêter ses 3 ans à la présidence de la République. En tant que citoyen, quel bilan vous faites de son action ? Je n'ai pas analysé son action pour être. Et c'est vrai que quand vous me parlez du 6 mai, de manière très égoïste, vous pensez à votre film. Ouais, je suis super obsédé par mon film. Alors, je sais que c'est par rapport à la société et ce qui se passe dans le monde, c'est très petit, mais on y met tellement dans un film que c'est compliqué. Je pense, enfin en tout cas le sentiment que ça me donne comme ça pris à froid, c'est que c'est pas facile pour le bonhomme, mais manifestement, mais qu'en même temps. J'ai l'impression que le gars ne se dégonfle pas. C'est-à-dire on n'a pas affaire à quelqu'un qui a l'air de... Alors c'est sûrement une attitude, et puis c'est sûrement aussi le fait d'être président de la République demande une prestance obligatoire et tout ça. Mais je pense que ça ne doit pas être simple, mais pas que pour lui. Je pense que c'est pas simple pour beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui. Beaucoup d'acteurs s'engagent, notamment politiquement, Emmanuel Béard, Philippe Torreton, etc. Vous, j'ai cherché... J'ai pas trouvé. Vous avez voté, par exemple, pour François Hollande ? Non, moi je vote toujours parce que je suis un citoyen et que je pense que le vote est très important. Après, j'ai jamais voulu afficher ceux pour qui je votais pour une seule et bonne raison, c'est que je trouve que, mais c'est mon avis, vraiment tout petit, je ne vois pas en quoi ça intéresse les gens de savoir pour qui je vote. C'est-à-dire que je pense qu'on a des démarches artistiques les uns les autres et que concrètement, si un jour je m'engage en politique, alors évidemment je m'afficherai, mais... Concrètement, ma voix, ma parole me semble pas du tout quelque chose de nécessaire pour les politiques. Donc je préfère vraiment ne pas en parler. La seule chose dont je peux parler, mais par exemple ce qu'on pourrait dire, c'est que je me dis le maire de Lyon, par exemple, pour moi est un grand maire. C'est-à-dire ce qu'il fait pour la ville de Lyon, alors qu'il soit PS ou qu'il soit UMP ou Spurz, enfin voilà, je me dis, il y a par exemple sur la politique de proximité, quand je vais à Bordeaux, par exemple, je vois que les gens sont très heureux de leur maire, et pourtant c'est pas le même bord que Colomb. Donc je pense que sur la politique de proximité, on est plus à même de faire tomber les étiquettes et de choisir un homme. Parce que voilà, ou une femme. Parce que franchement, je pense que c'est quelque chose qui me paraît plus évident dans l'échange. Que voilà, de dire pour qui j'irai voter, ça n'intéresse personne, ça n'a pas d'intérêt. La montée du Front National, c'est quelque chose qui vous interpelle ? C'est quelque chose qui me fait de la peine, ouais. Ça me fait de la peine, bien sûr. Ça fait de la peine parce que, évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, probablement, qui votent par colère parce qu'ils sont désabusés et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de propositions, il y a des choses qui ne vont pas, mais ça ne me réjouit pas, ouais. Ça me fait de la peine. En tout cas, vous avez fait un film il y a quelques années qui s'appelait La Sainte Victoire avec Christian Clavier, dans lequel vous jouiez un architecte qui décidait de supporter un candidat au municipal en espérant un retour d'ascenseur et obtenir des marchés. C'est votre vision, c'était quoi, un engagement, une vision de Non, je trouve que c'est un très beau film. Je trouve que c'est un film très réussi et j'aime beaucoup. Je trouve que le sujet est très intéressant et que le film est bien fait parce qu'il est fait comme un thriller. Mais c'est pas ça la politique, quoi. C'est pas ça la politique, mais il y a des histoires comme ça qu'on connaît à Lyon et qu'on a vécu. Donc, je veux dire, c'est concrètement, je trouve que l'histoire d'un petit homme qui vient de nulle part et qui essaye d'émerger via la politique et que des gens essayent de s'en servent aussi. Enfin, il y a cette notion qui est... Non, je trouve que le film est très, très fin. C'est un très bon film. On ne peut pas ne pas parler de ce rôle emblématique que vous avez tenu il y a encore quelques semaines sur France 2 à la télévision, chef, qui rejoint votre passion pour la gastronomie, Lyon,
Même si ça n'a pas été tourné à Lyon. Et le vin, c'était important, ça? Vous êtes un fin cuisinier, vous aviez envie de le montrer? Non, je ne suis pas un fin cuisinier du tout. En revanche, je suis un très bon mangeur et il faut des bons mangeurs pour qu'il y ait des bons cuisiniers. Donc, j'ai ma part de responsabilité dans le fait qu'il y ait des gens qui cuisinent bien. Parce que, connaissant votre amour pour Lyon et la gastronomie, moi, quand j'ai vu la série, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il y a peut-être... on sait que vous allez dans des grandes maisons ici à Lyon. Il y a peut-être pas un retour d'ascenseur, mais en tout cas... Non, mais il y a c'était d'abord le projet, c'est-à-dire le projet, l'écriture, voilà, et la cuisine est quelque chose qui me touche. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi d'identitaire. Si on m'a proposé de jouer ça, c'est probablement de manière inconsciente ou consciente, parce que je représente quelque chose qui a à voir avec ça. C'est vrai que vous dégagez peut-être physiquement quelque chose de très terrien. On lisait beaucoup, les journalistes, vous comparez à Gabin. C'est une étiquette qui C'est une étiquette vous plaît flatteuse, de toute façon, quand on vous compare à des gens qui sont formidables. Donc, moi, j'ai pas de problème. Je trouve ça plutôt flatteur. Je ne sais pas ce que ça veut dire réellement, à part que peut-être ce que j'y vois dedans, c'est cette. Quand on parlait d'identité au début de l'émission, c'est-à-dire que je pense que j'ai quelque chose de très posé et de très chez nous. Et du coup, je pense que des gens comme Gabin, représenter ça pour nous. Donc, je pense que pour les journalistes, le chemin le plus court, c'est de dire, on prend et puis on colle. Merci beaucoup, en tout cas, Clovis Cornillac, d'avoir été l'invité de cette Voix est libre. Je rappelle que votre premier film, en tant que réalisateur, et dans lequel vous jouez avec Mélanie Bernier et Lilou Fogli, qui a coécrit le scénario et qui est... Plus que coécrit, en fait. Elle joue dedans aussi. Elle joue dedans, et c'est surtout que l'idée vient d'elle, et que le scénario, à tous les stades d'écriture, c'est elle qui était... elle est vraiment au départ de toute cette aventure. En tout cas, le film sort ce mercredi en salle, ne le ratez pas. Merci beaucoup d'avoir passé ces 45 minutes avec nous. La Voix est libre revient bien sûr la semaine prochaine à 11h30. Je vous souhaite une très très belle après-midi.